la démission du ministre Thierno Alassane Sall, quelle lecture vous en faites? Ça on parle de démission, d'autres parlent de c'est limogeage. C'est pas important. Démission, limogeage. Ce qui est important, c'est pourquoi il est parti. C'est ce que je dis tout le temps. Souvent, on peut vous taxer d'arrogant ou de si, mais je crois qu'au Sénégal, on pose très mal les débats. Il a été démis ou il a démissionné, c'est pas important. Mais pourquoi? C'est ça qu'il faut poser comme débat. S'il est parti parce qu'il refusait de valider des forfaitures, c'est là où le débat se pose. Tout le reste, pour moi, c'est pas important. Quelqu'un, Ousmane Sonko, a été radié de la fonction publique. Est-ce qu'il a été radié de la fonction publique parce qu'il a volé de l'argent? Ou bien parce qu'il ne travaillait pas ou ne venait pas à l'heure? Ou bien parce que c'est parce qu'il a posé des débats d'intérêt public? C'est ça qu'il faut qu'on apprenne à poser. Ou bien s'il a fait sortir des documents un peu confidentiels. Je dis, le plus important, c'est est-ce que c'est parce que des questions qui intéressent tous les Sénégalais et qui sont d'intérêt public ont été posées ou pas? C'est comme ça qu'il faut poser les débats, à mon avis. Et pour le cas particulier de Thierno Alassane Sall, je ne peux pas entrer dans le fond parce que lui-même ne s'est pas encore prononcé et je ne crois pas que le gouvernement se soit prononcé dans le fond. Et donc, tant qu'on ne saura pas exactement, j'ai vu des choses qui ont été dites de par-ci, par-là, dans les articles, etc. Mais on ne sait pas encore. Mais ce qui est constant, c'est qu'il y a ça atteste d'un malaise profond dans la gestion du pétrole. Parce qu'il était le ministre en charge du pétrole quand même. Et nous savons tous que ça a un lien avec le dossier de Total. La preuve, il part le matin, Total signe le soir. Donc, partant, c'est cette nébuleuse dans la gestion de notre pétrole. Ça ne doit pas se passer comme ça. J'ai entendu le président Macky Sall récemment dire qu'il s'inspirait de l'exemple ghanéen, etc. C'est maintenant qu'il va chercher l'exemple ghanéen. Après avoir bousillé tout le processus en amont sur nos blocs pétroliers les plus importants. Quand il mettait sous la pression en 2016, parce qu'il y a eu clameur, il s'empresse d'aller créer son machin là qu'il appelle COS-Petrogaz. Mais COS-Petrogaz, c'est un conseil des ministres bis. Vous avez vu la construction du COS-Petrogaz? Le secteur. Ministre, il n'y a pas de secteur. Ministre de l'Intérieur, ministre de l'Économie et des Finances, ministre de l'Énergie, ministre. Ça, et la société civile devait vraiment... Il n'y a pas de société civile. L'exemple du COS-Petrogaz au Ghana, c'est des journalistes, des acteurs de la société civile, des autorités coutumières qui sont majoritaires sur les représentants de l'État, avec des pouvoirs très larges de contrôle en amont et de régulation du secteur pétrolier, de vérification du respect du code pétrolier et une autonomie. Le COS-Petrogaz, on dit que son budget, il le prend de la présidence de la République. Vous croyez que ce COS-Petrogaz va nous aider à y voir clair? Ça ne servira absolument à rien. Et quand je l'entends maintenant dire, ouais, le COS-Petrogaz, je dis, mais attends, vraiment dans ce pays-là, je ne sais pas comment on gouverne. Et moi, je pense qu'il faut que nos gouvernants, c'est vrai qu'ils sont très mal sur cette question. C'est ça la vérité. Ils sont très très mal sur cette question. Mais il faut qu'ils apprennent à poser des débats de manière sereine. Il s'agit de la chose publique. Il s'agit de l'intérêt général. Il s'agit d'un bien commun. Ça ne leur appartient pas. Je le soulignais dans le livre, nous avons atteint nos objectifs presque. Comme disent les Wolofs, parce que premièrement, l'année dernière, la cellule de communication du président de la République, en la personne de Kassé, avait dit que personne n'entendra le président sur ces débats ces procès de mauvaise foi ou je ne sais quoi. Et maintenant, le président de la République se prononce parce qu'il est acculé. C'est une première victoire parce que on n'a pas lâché le morceau et on ne va pas le lâcher, ça ne fait que commencer. Parce qu'on est allé plus loin, on a déposé des demandes d'ouverture d'enquête dans le cadre du collectif citoyen pour le recouvrement des avoirs pétroliers parce qu'on ne lâche pas, on n'a pas encore perdu. On a déposé aux États-Unis, on a déposé à la Grande-Bretagne. Et j'entends le président de la République qui dit qu'ils aillent sur la planète Mars. On n'ira pas à la planète Mars. Le pétrole ne se passe pas sur la planète Mars, ça se passe ici. Il sait très bien... Mais est-ce que le président peut être poursuivi demain pour la mauvaise gestion dont vous... Oui, c'est ce que je développe dans ce livre. C'est là où, moi je pense que, je le dis, je suis mal placé pour apprécier mon livre, mais je pense que l'approche, ça a été de sortir tous les aspects du problème. Et j'ai fait des développements sur notre système institutionnel. Et j'ai dit, il est temps
que nous réformions notre système de responsabilité. Prenez un exemple, le président de la République, c'est le premier responsable du pays, n'est-ce pas? Et notre constitution l'irresponsabilise. Il n'est responsable de rien, sauf pour crime de haute trahison, que aucune loi n'a défini, que la doctrine n'a pas défini, que la justice, à part le doyen Maurice Orio qui a fait une petite tentative de définition. D'abord, sur la définition, c'est une notion floue. Deuxièmement, sur la mise en application, c'est presque impossible de l'appliquer parce qu'il faut un tribunal spécial, il faut des moyens de saisine spéciaux de ce tribunal, ce qui fait que notre président de la République, nos présidents de la République, quelle que soit la manière dont ils ont gouverné, après ils finissent, ils prennent leur avion pour aller à Paris aux États-Unis, ils en ont fini. Mais ça, c'est un système obsolète. On doit instaurer désormais dans notre Constitution la responsabilité politique du président de la République. C'est cette responsabilité politique qui a permis aux Brésiliens de destituer leur président pour un scandale 10 fois moins important que ce que je souligne ici. C'est cette responsabilité politique qui a permis aux Sud-Coréens il y a 2 mois de destituer leur président. Vous pensez que l'affaire Petrobras est moins... C'est moins grave. Non, ce n'est pas l'affaire Petrobras. Ce qu'on a reproché à Dilma Rousseff, c'est d'avoir fait ce qu'on appelle le pédalage budgétaire, d'avoir maquillé les chiffres du budget pour pouvoir avoir un autre mandat, pour pouvoir avoir un mandat. C'est beaucoup moins grave. Par contre, pour la présidente sud-coréenne, ce qu'on lui a reproché, c'est qu'une de ses collaboratrices a utilisé sa position pour inciter des entreprises à verser des financements à des fondations occultes et récupérer l'argent. Mais toutes ces questions qui ont fait que les Coréens ont destitué leur présidente, les Brésiliens ont destitué leur présidente, mais ce qui est dans ce livre-là est beaucoup plus grave. Et pourtant, notre Constitution ne prévoit pas la responsabilité politique du président de la République, la possibilité de le destituer. Même la France que nous copions a fait sa réforme en 2007 et a instauré aujourd'hui la responsabilité politique du président de la République à côté de la responsabilité pénale qui, évidemment, renvoie à la notion de haute trahison. Et ces aspects institutionnels-là, je les ai développés dans ce livre parce que tant qu'on ne sera pas à cette étape-là, nos présidents continueront à faire ce qu'ils veulent et après, à la fin de leur mandat, je disais à quelqu'un l'autre jour, j'ai dit, les Sénégalais, dès qu'on a dit que Yahya Jammeh a perdu les élections, beaucoup de Sénégalais ont dit, ouais, il faut le traduire devant les juridictions, etc., etc. Pendant ce temps, nous, pourtant, on a vécu beaucoup de choses avec nos présidents ici. Après, on dit, non, non, qu'il fait le Biden comme Moudem. Je dis aujourd'hui, ce qui se passe, c'est des réformes institutionnelles en profondeur, une réforme du code pétrolier qui est désuet, qui a de manière générale fusé un certain nombre de choses, c'est bien, mais qu'il faut réformer rapidement. Et ça, c'est dans la troisième partie du livre. Dans vous avez émis des pistes de solutions, vraiment pour rectifier le tir. Mais bien sûr, parce que nous avons voté un code pétrolier en 1998 qui a pris le relais d'un autre code pétrolier. Et ce code a été conçu sous l'angle de l'incitation, l'attraction. Il fallait que le système soit attractif pour que des investisseurs viennent. On pouvait comprendre, parce que là, on n'a pas encore découvert du pétrole en quantité. Il est bon que les gens qui viennent et qui prennent un peu de risque puissent avoir des incitations. Mais ce code, ça, c'est sur les aspects incitatifs. Normalement, ça, c'est fini, parce qu'avec la réforme du Code général des impôts de 2012, on a maintenant un droit commun incitatif. Donc, les aspects fiscaux ne sont plus dans le code, ils sont transférés dans le Code général des impôts avec un droit commun incitatif qui est valable pour tous les secteurs. Que vous veniez investir dans le poisson, dans l'alimentaire ou dans le pétrole, c'est la même chose. Maintenant, il y a les aspects institutionnels. Nous avons un code qui accorde trop de pouvoir au ministre en charge de l'énergie. Et ça fait qu'on a un aspect légal du code très réduit et un aspect contractuel trop vaste. Or, le contrat, comme vous l'avez appris en droit, il est synalagmatique. C'est une discussion entre deux parties. Chacun vient avec ses prétentions et vous entendez autour de ça. Vous laissez un ministre au Sénégal, avec les enjeux financiers qu'il y a, avec la tentation qu'il peut y avoir. Il s'enferme seul avec un investisseur pour discuter. Et on lui dit qu'il y a une marge pour définir, par exemple, un plafond sur le cost oil, sur le cost limite, par exemple, c'est-à-dire que sur les mécanismes de remboursement, ça c'est un peu technique, mais je l'ai développé sur le livre. Vous avez un plafond sur la définition du partage de la production, selon un certain nombre d'éléments. Vous avez une marge sur beaucoup d'autres éléments.
Mais attends, bonjour les dégâts. Et ensuite, il faut que dans ce code-là, nous instaurions l'appel d'offres. Le code ne prévoit pas l'appel d'offres, quasiment. Ça veut dire que c'est des discussions de gré à gré. Il faut que désormais on dise, si on veut donner le bloc de X, on fait appel d'offres. Toutes les compagnies, majors, juniors, indépendants, compagnies nationales, viennent dire, voilà, je soumissionne, voilà mon offre. Et à partir de ce moment, on verra celui qui a fait l'offre la meilleure pour le Sénégal et on arrêtera ça. Mais tant qu'on se limitera à une procédure de gré à gré, où c'est un ministre qui s'enferme, après discussion avec Petrosen, pour signer un contrat à quelqu'un, on aura les problèmes que nous avons soulevés dans ce livre. D'accord. Et ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que dans ce livre, vous avez profité de l'occasion pour parler à un bon nombre de Sénégalais, vous avez parlé des marabouts, vous avez parlé de la population en général, mais surtout vous avez parlé à vos amis journalistes et vous les avez traités d'inféodés à l'argent. Et dès l'apparition du livre, c'est cet aspect qui a vraiment attiré l'attention. Et pourquoi vraiment, comme on le dit, laissez-moi terminer s'il vous plaît, comme on le dit en Wolof, cuillère se couille, et Sonko, on sait qu'avec la presse, c'était vraiment, ça allait très bien. Mais d'un seul coup, Sonko est retourné pour vraiment dire du mal des professionnels de la presse. Non, manière journaliste, il y a un couille. En fait, je disais que les journalistes, ils avaient vraiment... Oui, je n'ai jamais eu cette relation avec la presse. Moi, je pense que ce qu'on demande tous, c'est une presse professionnelle qui respecte le cahier des charges qu'il y a octroyé, les fréquences ou une autorisation, c'est-à-dire d'informer juste, vrai et équilibré. Moi, je ne demande pas un traitement de faveur à la presse. Si la presse couvre Sonko, c'est parce que Sonko donne du contenu ou fait une actualité. Si ce n'est pas le cas, la presse ne me couvre pas. Tout ce qu'on demande, c'est un traitement juste et équilibré. Deuxièmement, vous ne verrez nulle part dans ce livre-là que j'ai traité les journalistes de cela. Ça, c'est lors de la conférence de presse de Paris et c'est une mauvaise interprétation de quelque chose que j'ai dit, que je n'ai jamais entendu généraliser parce que mon intelligence ne me permet pas de faire des raccourcis ou des clichés en disant que toutes les femmes sont comme ceci, tous les hommes sont comme cela, tous les journalistes sont comme ceci, tous les gens des impôts sont comme cela. Troisième remarque, c'est que j'ai accordé 10 fois plus de développement à l'administration fiscale dans ce livre qu'aux journalistes. Donc ne dites pas que j'ai longuement traité. Je ne pense même pas que ça a fait une page et demie, ce que j'ai dit sur la presse, pas sur les journalistes. Et j'ai commencé par reproduire d'ailleurs un écrit d'un journaliste qui fait un diagnostic sur la presse. Et hier, je crois que l'organe qui supervise un peu, qui régularise, qui fait la régulation du secteur de la presse a aussi sorti un rapport qui n'est pas du tout très favorable à la presse actuellement. Donc, il faut que les gens, à mon avis, reviennent sur terre parce que je n'ai jamais dit que tous les journalistes ou toute la presse est comme ci et comme cela. Par contre, je confirme ce que j'ai dit. C'est qu'aujourd'hui, moi, je suis un homme politique. Nous sommes venus en politique pour essayer de faire autrement, pour poser et susciter des débats. Et je crois que ce qu'on a pu apporter à la politique, d'après ce qui nous revient, c'est que nous avons su déplacer le discours politique aujourd'hui, qui est moins un discours, en ce qui nous concerne, d'invective, qu'un discours qu'on pose sur les vraies questions, les vraies problématiques de gouvernance et de la société. La presse étant un élément dans tout cela, je ne peux pas parler de l'administration fiscale, parler des mauvaises pratiques qu'il y a dans l'administration fiscale, le dire, faire un diagnostic de la magistrature, critiquer l'institution présidentielle, parlementaire, faire une analyse sur la société, où j'ai dit qu'il y a même certains religieux, je n'ai pas parlé des marabouts, il ne faut pas me créer des problèmes ici, j'ai dit qu'il y a certains religieux qui prennent part au débat public sans maîtriser les questions, parce que vous avez tous entendu ici des sermons de Tabaski où des marabouts se sont carrément attaqués à nous, nous traitant de divulguer des secrets professionnels, alors qu'ils ne savaient pas de quoi on parle. Donc, je ne peux pas faire ce diagnostic et un segment aussi important que la presse, qui, à mon avis, a un peu failli dans le traitement de la question du pétrole. Parce que je n'ai pas senti un traitement de fond. Et j'ai dit, je n'ai jamais dit que toute la presse doit être des journalistes d'investigation. Vous avez cité un journaliste ici qui était journaliste d'investigation, qui nous a écrit tout et rien, qui aujourd'hui, parce que
il est de l'autre côté et qu'il a ses privilèges à gérer, on ne l'entend plus. J'ai dit il nous faut des journalistes d'investigation dans ce pays. La presse sénégalaise, elle s'approprie du travail de journalistes d'investigation qui nous signalent les scandales de SwissLeaks. Ça fait les papiers graves pendant des jours, etc. Mais pourquoi quand on soulève un débat dans ce pays, sur le pétrole, sur les mines, sur les carrières, il y en a quelques-uns qui font du bon travail, qui font des chroniques, qui font des trucs. Mais c'est ce qu'on demande nous, qu'on ait quand même quelques éléments qui se spécialisent un peu plus sur ces questions-là, qui aident le peuple, parce que dans ces débats-là, il y a deux partis qui sont politiques. Et moi, si j'écris un livre, on peut dire « Ah, c'est encore de la politique ». Mais si des journalistes d'investigation s'approprient les choses, vont le plus loin possible et disent au peuple « Voilà ce qui s'est passé », évidemment, ça a un impact en termes d'information, à mon avis, beaucoup plus important. Et c'est plus une invite que... Mais le problème, c'est que ces journalistes, ils vont vers ceux qui détiennent l'information, comme vous, mais apparemment, vous pensez vraiment sortir un ouvrage que de donner ces informations à un journaliste qui va vraiment... Je vais vous dire une chose. Toutes les informations que j'ai sorties dans ce livre-là, je les ai partagées en amont, avant avec des journalistes. Je ne connais pas tous les journalistes, mais tous les journalistes qui viennent à moi pour me dire que je fais un travail sur tel ou tel aspect et vous en savez quelque chose, je prends le temps de leur accorder, de discuter avec eux, de leur donner des éléments d'information si j'en ai. Et même lors de mes conférences de presse, beaucoup d'éléments que j'ai cités ici, je faisais faire les copies. Et je venais, je les entassais sur la table, je distribuais. Donc, nous sommes tout à fait disponibles et disposés à partager avec tout le monde. Mais ce que j'ai dit dans ce livre-là, en réalité, j'ai tiré des décrets, j'ai tiré des contrats, j'ai tiré des accords d'association, c'est un travail de recherche que j'ai fait. Je l'ai fait, je suis allé le plus loin possible pour rassembler des données, rassembler des informations et puis avoir eu la chance quand même que des gens m'aient peut-être transmis des documents qui pouvaient avoir un caractère beaucoup plus confidentiel si je n'avais pas eu ce concours-là. Mais ça, je crois que si des gens le font, les journalistes qui faisaient l'investigation il y a quelques années, mais ils faisaient ce travail et ils obtenaient des documents. Donc vraiment, il ne faut pas qu'on mène des amalgames pour dire que Sonko a dit ceci sur la presse. Moi, j'ai des relations dans la presse. Il y a des gens que j'ai connus, pas depuis l'enfance, pas il y a 5 ans ou 4 ans. Je les ai connus ces dernières années, ces derniers mois, à travers la presse et que j'apprécie énormément. Et je sais que c'est des gens sérieux, intègres, professionnels, travailleurs. Donc, je ne peux pas venir et dire toute la presse sénégalaise, elle est comme ci et comme cela. Et je trouve que la réaction d'ailleurs a été disproportionnée, injustifiée. Et certains ont confirmé parce que, vous savez, je le dis tout le temps, la presse doit comprendre qu'elle gère un service public. C'est le service public de l'information. C'est un service public au même titre que les impôts et domaines, au même titre que le trésor, la douane, la magistrature. Ce n'est pas un domaine privé. Et c'est pourquoi c'est l'État qui autorise en fixant un cahier de charges et qui subventionne, même si la subvention n'est pas importante, mais c'est nos impôts. Et c'est pourquoi nous avons un droit aussi de nous prononcer sur ça. Mais si Sonko dit « Ah, moi, j'ai fait telle observation sur la presse », ça ne doit pas être une raison pour que des gens dans la presse disent « On ne va plus couvrir le livre de Sonko » ou bien « On ne fait pas les bonnes feuilles ». Parce que si la presse titre en disant « Les impôts et domaines, administration la plus corrompue », le lendemain, le journaliste qui va aux impôts et domaines pour chercher un papier, on lui donne son papier parce que c'est le travail. Si on a un débat d'idées à avoir par ailleurs, on l'aura. Donc, pour moi, c'est même manquer de professionnalisme de dire nous boycottons le livre parce que Sonko a une appréciation sur la presse. Ce n'est pas ça le travail de la presse. La presse, c'est informer, donner toute information qui doit être donnée à la population. Et il faut que nous acceptions tous que désormais, moi, je suis un fervent défenseur de la presse. J'ai été à la marche de la presse il y a quelque temps sur invitation de la presse. Je crois qu'il faut un plan d'urgence pour la presse et que l'État doit mobiliser des fonds conséquents pour relancer la presse parce qu'on a besoin d'une presse de qualité dans ce pays. S'il n'y a pas de presse de qualité, nous, les débats que nous menons, nous ne pouvons pas les mener. Pour même la marche de la démocratie, il faut une presse de qualité. Et pour une presse de qualité, il faut que la presse soit en mesure de s'organiser, de s'autonomiser plus ou moins, mais de fonctionner correctement, de vivre à partir de son métier, ainsi de suite.
Ça, l'État doit prendre des résolutions parce que c'est un service public. C'est l'État qui a l'obligation de faire fonctionner l'administration, la magistrature, ainsi de suite. C'est la même obligation qu'il a d'avoir une presse qui fonctionne. Si demain on dit qu'il n'y a plus de presse au Sénégal, ce serait la catastrophe. Ok, donc parlons politique en deux lignes. On a vu votre parti PASTEF avec le Manko Wattu Sénégal et avec la marche, mais on n'a pas vraiment senti PASTEF avec l'autre coalition Manko Taxawu Sénégal. Non, nous ne sommes pas dans Manko Taxawu Sénégal. Ce n'est pas notre coalition parce que nous avons considéré que ça n'entrait pas dans le cadre de nos objectifs, de notre façon de voir les choses. Simplement, je me garderai ici de critiquer une coalition de l'opposition. Nous sommes tous de l'opposition, je crois que nous avons un adversaire commun. Je respecte chaque parti politique le droit qu'il a de voir avec qui il va. Nous demandons simplement que le même respect nous soit accordé, d'avoir à dire nous sommes d'accord pour être avec tel, nous ne sommes pas d'accord d'être avec tel autre. Après, dans le fond, je n'ai pas à commenter la coalition d'autrui. Ok. Et pour les législatives de juillet 2017, le PASTEF compte y participer? Bien sûr. Et si oui, avec qui? On sera dans les listes, on est partant pour ces législatives-là. Je crois que demain ou cet après-midi même, Inch'Allah, on va déposer notre caution comme tout le monde. En coalition ou en solo? Évidemment, nous travaillons en coalition. Et jusqu'au dernier moment, vous savez très bien comment ça se passe, c'est des réglages, c'est des discussions. Nous, on est novices en politique, c'est nos premières élections. Et donc, on vient de se rendre compte de la complexité un peu de l'exercice. C'est extrêmement difficile. Depuis quelques mois, nous y travaillons. De temps en temps, c'est des accords que vous trouvez avec tel groupe. Avec tel autre groupe, vous avez discuté, mais ça a achoppé. Avec tel groupe, c'était un accord, mais après, ça s'est défait, ainsi de suite. Mais nous travaillons. Il y a quand même au moins un noyau avec lequel nous nous entendons bien. Nous sommes en train de finaliser les investitures. Évidemment, ce n'est pas une mince affaire quand vous avez 45 départements du Sénégal, 8 de la diaspora, je crois, et une liste nationale à confectionner. Nous y travaillons et nous déposerons nos listes à temps et nous nous préparons ensuite pour aller à ces élections. Et le travail à la base, le maillage du territoire? Le travail à la base, on a fait ce qu'on a pu faire ces 3 dernières années. Nous sommes sur le champ politique depuis moins de 3 ans maintenant. Et avec le peu de moyens que nous avons, je crois que nous avons d'abord beaucoup communiqué. Je crois que nous sommes parmi les formations qui ont le plus communiqué ces 2 dernières années. Et nous avons sillonné le pays dans la mesure du possible. Maintenant, le Sénégal, c'est un territoire. C'est beaucoup, c'est quoi? C'est 45 départements, 557 municipalités, des milliers de villages. C'est la diaspora également. Je ne crois pas que c'est un travail qu'on peut faire, même si on avait tous les moyens en si peu de temps. Mais nous avons fait le maximum qu'on a pu faire. Évidemment, les autres acteurs avec lesquels nous discutons ont pu faire peut-être dans d'autres endroits où nous n'avons pas pu accéder. Mais ce qui est constant, c'est que nous rendons grâce à Dieu, nous sommes présents partout. Parce que même là où nous n'avons pas pu être, des gens se sont retrouvés dans notre discours, se sont organisés, se sont formalisés pour mettre en place des coordinations, des cellules. Et nous essayons à chaque fois que c'est possible d'aller vers eux pour en tout cas avoir le contact physique et renforcer un peu le travail qui a été fait. Merci Ousmane Sonko d'avoir répondu à notre invitation et surtout de nous présenter votre livre Pétrole et gaz au Sénégal, chronique d'une spoliation. Espérons tout simplement que ce livre sera vendu au Sénégal et que la majorité de la population pourra vraiment s'y approprier et voir le contenu. Merci. C'est moi qui vous remercie, M. Kamara. Merci à vous, chers internautes. Grand format, c'était avec Ousmane Sonko et nous vous donnons rendez-vous tout prochainement avec un autre invité.